Bien dans le débat consacré à la situation au Niger, alors qu'Emmanuel Macron a affiché une fermeté à l'égard des putschistes hier dans son discours aux ambassadeurs et ambassadrices. La France soutient le président Bazoum qui n'a pas démissionné. L'ambassadeur de France au Niger reste en place malgré la pression de la junte. Le chef de l'État français a dénoncé une épidémie de putsch au Sahel. Le coup d'État au Niger a eu en effet lieu le 26 juillet dernier après une série de putschs qui se sont succédés depuis 3 ans au Mali, au Burkina Faso, en Guinée. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le parti justement de Mohamed Bazoum, a dénoncé quant à lui, je cite, une campagne visant à le diviser. Alors on va revenir sur la situation au Niger. Comment en est-on arrivé là? En quoi la situation au Niger se distingue-t-elle de celle au Mali ou encore au Burkina Faso? Quelle est la position de la France? Y a-t-il des risques de contagion à d'autres pays d'Afrique? Quels sont les scénarios possibles? On en débat avec nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Stéphane Ballon. Bonsoir Stéphane, rédacteur en chef Afrique, Stéphanie. France 24. Bienvenue dans le débat. Dominique Trinquant est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Bienvenue également à vous. Nous avons donc par Skype de Dakar Gilles Yabi. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Fondateur et président de Wati, donc un think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes également chercheur associé au Carnegie Endowment for International Peace. Avec nous également Hélène Conway-Mouret, bonsoir, sénatrice en charge des Français de l'étranger, membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Bienvenue à vous. Bonsoir. Emmanuel Macron a donc été ferme face à la junte au Niger dans son discours devant les ambassadeurs et les ambassadrices. Le président français soutient le président Bazoum. L'ambassadeur français, je vous le disais, Sylvain Ité, reste au Niger malgré la pression de la junte. On fait d'abord un point en image avec Camille Nedelec. L'ultimatum a expiré. Vendredi, les putschistes avaient accordé à l'ambassadeur français Sylvain Ité 48 heures pour quitter le Niger. Mais comme l'a déclaré Emmanuel Macron lors d'un discours aux ambassadeurs, il restera en poste. Je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. L'Union européenne a également exprimé son plein soutien à l'ambassadeur. Sylvain Ité a refusé de rencontrer les auteurs du coup d'État, car la France ne reconnaît pas la légitimité des putschistes. Selon le président français, son pays n'est pas à l'origine des problèmes du Niger, bien au contraire. Il ne faut pas céder à un narratif utilisé par les putschistes qui consisterait à dire notre ennemi est devenu la France. Le problème des Nigériens aujourd'hui sont des putschistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils abandonnent une politique qui était bonne économiquement pour eux et qui sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. C'est ça la réalité. Et si on ne le dit pas nous avec courage, qui le dira? De son côté, le PNDS, le parti de Mohamed Bazoum, a publié une déclaration lundi exhortant ses membres à rester unis et résolus pour contrer le coup d'État. Alors Stéphane, c'est vrai que la France est très ferme face aux putschistes au Niger. Sylvain Ité, donc l'ambassadeur, reste à Niamey. D'abord pour comprendre et recadrer un peu le débat, puisque c'est le premier débat sur cette question du Niger. On va revenir sur ce coup d'État. Ce coup d'État, c'était le 26 juillet. Vous l'avez bien sûr suivi tout l'été. Stéphane, d'abord, est-ce qu'il a surpris tout le monde, ce coup d'État? Oui, il a surpris tout le monde. Je pense qu'il faut, d'une certaine manière, rester humble et dire qu'on ne l'a pas vu venir. On ne s'y attendait pas. Autant au Burkina Faso, il y avait des signaux qui laissaient présager d'une situation pareille dans le coup d'État. La situation sécuritaire se dégradait continuellement. Il y avait une grogne au sein de l'armée qui s'est fait forte au fil du temps. Et donc, ce coup d'État au Burkina n'avait pas surpris. La situation était à peu près la même au Mali, où il y avait un contexte politique marqué par de fortes revendications. Il y avait des manifestations à Bamako. L'armée est intervenue pour mettre d'une certaine manière un terme à cette tension. Et
au Niger, quelques jours avant ce coup d'État, on disait en plateau ici, on faisait une comparaison entre les situations sécuritaires au Mali, au Burkina, qui continuaient à se dégrader, et on disait que le Niger s'en sortait plutôt bien. Et sur le plan politique, il n'y avait pas de tension spécifique qui pouvait laisser penser qu'une telle situation pouvait survenir comme ça du jour au lendemain. Général Trinquant, en plus le Niger est un des pays incontournables du Sahel. Il y a 1500 soldats français au Niger. Il était devenu une sorte de base de repli en fait de la France. Il y a aussi une base américaine importante puisqu'il y a un peu plus de 1000 hommes. Donc effectivement, ce pays incontournable au Sahel, vous aviez été surpris également? Oui, on a été surpris parce que, comme vous venez de le dire, grâce à l'intervention conjointe des Nigériens, des Américains et des Français, la menace djihadiste était contenue au Niger, ce qui n'est pas le cas au Burkina Faso et au Mali. Et en fait, le président Bazoum, qui a été élu il y a 2 ans, il y a forcément une contestation parce qu'il a été démocratiquement élu. Donc vous avez forcément des gens qui sont contre, et particulièrement à Niamey, qui sont contre. Mais ça ne voulait pas dire qu'il y ait une rébellion comme celle-là. Et ce qui a surpris tout le monde, c'est que cette rébellion venait en fait du chef de la garde présidentielle. Et vous citiez la déclaration du parti de M. Bazoum qui disait qu'il fallait rester unis et pas séparés, parce qu'aujourd'hui, il y a des bruits qui courent sur le rôle du président Issoufou dans cette action avec le prédécesseur avec le chef de la garde qu'il avait maintenu en poste pendant 10 ans et qui là devait quitter son poste de commandement parce qu'il avait 62 ans, tout bêtement, à la retraite. Alors, c'est une façon bizarre de s'opposer à la retraite en faisant un putsch dans un pays. Chez nous, on n'a pas connu ça. Mais voilà ce qui s'est passé. Et l'armée, au départ, en fait, a été... pendant 24 heures, il y a eu des doutes. L'armée ne suivait pas la garde. Et on a même pensé à un moment que l'armée interviendrait contre la garde. Donc, ce qui se déroule depuis un mois n'était pas prévu du tout. Et tout le monde, je pense, a été surpris de cette réaction parce que la lutte contre les dysfonctionnait, l'aide occidentale qui venait au Niger permettait au Niger d'avoir une croissance à 2 chiffres, il faut le rappeler, et que tout ceci est en train de s'écrouler. Gilles Yabi, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Vous aussi, vous avez été surpris. Et en ce qui concerne justement le rôle supposé du président Issoufou, enfin ex-président, Oui, alors je crois que effectivement j'ai été surpris, je pense comme tout le monde, par ce coup d'État à ce moment particulier. Mais je dirais qu'on a été surpris, mais on le craignait dans la région. Je dirais pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a eu effectivement une série de coups d'État au Mali et au Burkina Faso, et que le Mali, le Burkina Faso et le Niger font partie de ce Sahel central le plus concerné par la présence des groupes armés terroristes. Et donc, on avait le sentiment que si un autre pays dans la région devait basculer dans une instabilité politique, ce serait le Niger. Donc il avait à la fois le sentiment que ça ne devait pas arriver parce qu'on n'était pas au bord d'un effondrement sécuritaire comme l'était le Burkina Faso au moment du coup d'État, et qu'on n'était pas dans la situation du Mali où on avait à la fois un aspect contestation, élection législative à l'époque, et aussi une situation sécuritaire extrêmement difficile. Et au Niger, on n'était pas dans une situation de tension politique visible, et on n'était pas à nouveau dans une situation d'effondrement sécuritaire. Au contraire, le Niger s'en sortait mieux que les 2 autres pays sur le plan justement des attaques contre les civils et contre les positions militaires. Et donc oui, on a été surpris par ce coup d'État, mais je crois qu'on est vraiment dans une situation très complexe, parce qu'en même temps, et c'est la deuxième raison, il ne faut pas oublier que c'est un pays qui a une histoire de coup d'État militaire, une histoire de présence très importante des militaires dans l'appareil politique. Et donc, il ne faut pas oublier non plus que lorsque Mohamed Bazoum a été élu, avant même sa prise de fonction, il y a eu une tentative de coup d'État. Donc, en même temps, il y avait beaucoup d'éléments qui pouvaient donner le sentiment qu'un coup d'État militaire pouvait tout à fait arriver au Niger. Hélène Conway, peut-être pas à ce moment-là. Hélène Conway-Mouret, le Niger il faisait figure d'exception en fait au milieu justement des autres coups d'État, Mali, Burkina. En tout cas pour la France, clairement, c'était une sorte de pivot. Oui, absolument, mais pas simplement pour la France, enfin pour la région.
des centaines de milliers de réfugiés venant notamment du Mali et du Burkina sont sur le territoire nigérien. Il n'y a jamais eu de déplacement de population du Niger vers l'extérieur, ce qui montrait bien que le Niger était finalement le voisin stable et qui offrait cette sécurité pour les personnes. Et donc aujourd'hui, en effet, nous avons une contagion de ces coups d'État qui ont peut-être une origine différente. Et ça a été très bien expliqué par les orateurs précédents, mais qui se retrouvent à finalement arriver au même résultat, c'est-à-dire des militaires qui s'emparent du pouvoir, qui ne sont pas pressés ensuite de le rendre. Aujourd'hui, au Niger, ce que nous observons, c'est que les militaires ont pris l'ensemble des directions administratives du pays. Tous les préfets ont été mis à la porte, sont remplacés par des militaires de tous les grades, jusqu'au capitaine qui aujourd'hui a une fonction administrative. Et ce qui est déroutant, c'est que jusqu'à présent, le Niger, justement, était en capacité de protéger les populations. Et moi, ce qui doit nous interpeller aujourd'hui, c'est que va-t-il se passer si le Niger sombre et la situation sécuritaire se dégrade malheureusement très rapidement, parce que nous avons des militaires qui font de la politique et qui ne sont plus sur le terrain pour défendre leur pays. Nous risquons d'avoir une propagation de la violence avec des exactions que nous connaissons au Mali et au Burkina, qui vont maintenant être perpétrées au Niger, parce qu'il n'y aura plus personne pour les contrer. Donc, ce qui est absolument affolant, c'est que ce sont les populations qui vont souffrir. Et aujourd'hui, nous avons les Nigériens qui n'ont pas répondu, qui attendent. Je sais que le mois prochain, les salaires vont diminuer de moitié pour les administrations, donc les sanctions commencent à avoir un effet. L'aide humanitaire n'arrive plus au Niger. Donc là aussi, nous avons une population de ces putschistes qui aujourd'hui se sont installés au pouvoir et n'ont certainement pas envie de le rendre rapidement. D'ailleurs, le représentant du HCR au Niger, Emmanuel Gignac, a tiré la sonnette d'alarme aujourd'hui lors d'un point presse à Genève en disant que le pays continue à subir des attaques répétées de la part de groupes armés non étatiques, en particulier près de la frontière du Mali et du Burkina Faso. On va l'écouter. Nous sommes bien sûr préoccupés par les attaques des groupes armés non étatiques qui existaient bien sûr avant le coup d'État du 26 juillet. Mais il est trop tôt pour dire si elles ont augmenté ou non. Nous avons ce scénario qui s'est déroulé à grande vitesse et qui a créé beaucoup d'incertitudes. Nous sommes très préoccupés par la situation. Il ne s'agit pas d'une crise humanitaire en soi, mais cela pourrait avoir des conséquences humanitaires et cela commence déjà. Jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée, cette crise continuera à créer des incertitudes. La conférence de presse cet après-midi, Stéphane Malong, donc c'est un lien direct, ce dont parle effectivement le représentant du HCR, avec cette crise. Ce sont les conséquences à la fin. Alors, il y a deux choses dans ce qui vient d'être dit. Il y a l'aspect sécuritaire. On a effectivement noté ces dernières semaines, ces derniers jours, des attaques qui ont fait des victimes, notamment dans cette zone des trois frontières. Mais effectivement, c'est trop tôt pour dire qu'il y a une multiplication des attaques depuis le coup d'État. Si vous observez bien ce qui se passe dans les pays voisins, vous constaterez qu'au Burkina Faso, par exemple, on a des séquences. C'est-à-dire, vous avez des périodes où vous avez un enchaînement d'attaques de groupes terroristes et puis une période d'une certaine accalmie et ça reprend. Et c'est pour ça que là, dans le cas du Niger, il est encore un peu tôt pour dire, voilà, de fait, il y a eu des attaques. Est-ce qu'elles vont se multiplier? Est-ce qu'elles se sont multipliées? Est-ce que c'est la conséquence du fait que les militaires ne sont plus au front et qu'ils sont descendus à Bamako pour gérer les affaires politiques? Les jours qui viennent, les semaines qui viennent vont nous le dire. Après, il y a l'aspect... À Bamako. À Niamey, j'ai dit Bamako, pardon. J'ai dit Niamey. Pardon. Et après, il y a l'aspect
humanitaire. Effectivement, les sanctions font leur effet, c'est-à-dire vous êtes le Niger est un pays enclavé pour ceux qui ne le savent pas. C'est un pays qui n'a pas accès à la mer et qui est entouré de pays voisins par lesquels sont acheminés des vivres, des provisions, des produits de consommation locale. Et sur le plan humanitaire, tout ce qui est distribué aux déplacés du fait des attaques de groupes terroristes, déplacés qui viennent des pays voisins, tout cela vient par voie terrestre, par le Nigeria, par le Bénin, par des ports de Cotonou, par exemple, mais aussi par voie aérienne. On est dans une configuration aujourd'hui où les frontières terrestres et aériennes sont fermées. Nous le disons récemment dans le JTA, tous les produits qui sont distribués aux populations déplacées sont bloqués aux frontières, sont en train de pourrir, et pendant ce temps, la situation devient très inquiétante sur le terrain. Voilà la carte, on voit bien où se trouve justement le Niger. Donc il y a une dégradation justement de cette situation, Dominique Trinquant. Oui, il y a une dégradation. Il faut rappeler, on parle de la zone des 3 frontières, qui est frontière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et dans cette région, depuis 15 jours à peu près, il y a eu un certain nombre d'attaques, et en particulier des attaques contre des unités nigériennes qui revenaient à Bamako. Donc il y a 2 effets. Ce qui a été souligné après, c'est donner des postes de responsabilité à des militaires administratifs. Ils n'ont rien à faire là-dedans, mais du coup, ils ne sont pas sur le terrain à commander. Et les unités qui viennent pour défendre Niamey, tout simplement parce que les putschistes ont peur d'une opération de la CEDEAO, et donc ramènent des unités. Et donc les djihadistes retrouvent plus de liberté, d'autant que les forces françaises ne bougent plus, puisqu'elles sont là-bas, je rappelle, pour aider les forces nigérianes. Mais on a parlé du rappel de l'ambassadeur. Mais il y a également le rappel des troupes françaises, qui avaient 1 mois pour se retirer. Donc c'est le 3 septembre que arrivera cette échéance, et que la France a décidé de ne pas les rapatrier. Mais en attendant, ils ne combattent pas, et les Américains, pareil, ne transmettent pas les informations aux Nigériens. Donc il y a une situation sécuritaire. Si on veut un exemple, on va au Mali. Tombouctou est encerclé par les djihadistes. Tombouctou, qui avait été libéré, je le rappelle, est encerclé par les djihadistes. Et au Mali, où Wagner est déjà impliqué, ça sert à quoi? Ça sert à une garde prétorienne pour protéger les putschistes, mais certainement pas pour combattre contre les djihadistes. Donc la situation risque de se dégrader sérieusement dans les semaines à venir. Hélène Conway, est-ce que la France, justement, est particulièrement ferme cette fois? Est-ce qu'elle a une position finalement différente de celle qu'elle a pu avoir face au putsch au Mali ou encore au Burkina? Non, mais enfin, là, nous avons quand même un président qui n'a pas démissionné, vous l'avez rappelé, et qui est tenu en otage. Donc la situation est totalement différente de ce qui s'est passé au Mali ou au Burkina. Et donc, en fait, la fermeté du président dans son discours va dans la défense des principes démocratiques, de l'état de droit, de tout ce que nous défendons. Et c'est pour ça que aujourd'hui, nous avons ce discours en soutien, bien sûr, à ce qui a été décidé par la CEDEAO, mais également par toutes les instances internationales qui ont toutes, de façon unanime, dénoncé ce coup d'État et demandent aux putschistes de tout simplement rendre le pouvoir à un président qui a été démocratiquement élu il y a 2 ans et qui est légitime, tout à fait légitime, pour exercer le pouvoir, alors que eux ne le sont pas. C'est la seule chose, en fait, qui est demandée. Si aujourd'hui nous devons accepter ce gouvernement, et c'est pour ça que notre ambassadeur a refusé de se rendre à la convocation qui avait été faite, tout simplement parce que nous ne reconnaissons pas les putschistes. Si nous devons demain les reconnaître, eh bien c'est donner un signal assez fort pour d'autres pays qui aujourd'hui ont des présidents en place et qui peuvent légitimement se poser la question de savoir si demain un général avide de pouvoir ne s'en saisira pas tout simplement comme cela s'est passé de façon tout à fait aléatoire avec le général Kiani, qui d'ailleurs n'a pas une grande réputation parmi l'armée nigérienne, mais qui a saisi une opportunité et qui maintenant s'est installé dans un pouvoir qui ne lui revient absolument pas. Donc cette fermeté, oui, est dans le discours, mais c'est surtout la défense de principes où si nous cédons aujourd'hui, eh bien demain, nous devrons céder sur ce qui pourra se passer au Sénégal, en Côte d'Ivoire, enfin dans tous les autres pays. Voilà. Mais je dois vous quitter. Vous devez me quitter, je sais. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à la première partie de ce débat. Merci beaucoup Hélène Conway. Merci à vous.
Gilles Yaby, peut-être vous pouvez rebondir. D'abord, pourquoi est-ce qu'il y a une telle cristallisation de ces juntes, de la junte aussi, donc dernièrement au Niger, contre la France ? Alors, peut-être avant de répondre à cette question, et d'ailleurs, je pense qu'il y aura un lien, je crois qu'il faut vraiment distinguer aujourd'hui deux préoccupations. On peut passer beaucoup de temps sur l'explication du coup d'État. Il y a beaucoup d'éléments, y compris effectivement aujourd'hui la thèse d'une implication de l'ancien président autour de réformes pétrolières envisagées par le président Bazoum. Il y a le fait que Tiani est quand même très clairement dans le système, et donc c'est difficile d'accepter l'argument d'une dénonciation de la gouvernance sécuritaire et économique sous le président Bazoum comme étant une justification du coup d'État. Mais je crois que ce qui a été dit aussi sur aujourd'hui la militarisation, je dirais, de l'État, de l'appareil administratif, je crois que c'est probablement une des clés explicatives du fait que le général Tiani a pu embarquer finalement une partie, je pense, significative des officiers dans le coup d'État en les associant finalement à la gouvernance de transition. Donc c'est une sorte de capture de l'État par les forces de défense et de sécurité. Mais cela étant dit, pour moi, la question la plus importante, animant un think tank ouest-africain, c'est ce qu'on fait. C'est la question de la paix et de la sécurité dans la région, c'est le fait de ne pas avoir une dégradation encore de la sécurité et de la situation politique, pas seulement au Niger, mais dans l'ensemble de la région. Et donc, ça pose la question des réponses, et c'est pour cela que je crois que la fermeté pour condamner le coup d'État, oui, bien sûr, pourquoi pas, mais enfin, ce n'est pas ça qui nous donne un horizon clair de sortie de crise. Et je crois vraiment qu'il ne faut pas aussi oublier qu'au Niger, il y a une population. Il y a une population qui connaît des difficultés économiques et sociales. On ne peut pas penser la réponse à la crise au Niger en faisant totalement abstraction de cette société, en faisant abstraction du fait qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de gens, notamment dans les populations urbaines, qui rejetaient le système PNDS, pas nécessairement le président Bazoum qui n'était au pouvoir. Le système PNDS, c'était en fait le système de réforme que le président Bazoum voulait mettre en place, hein, c'est ça C'est plutôt le parti. Le PNDS, c'est plutôt le parti de l'ancien président Issoufou et du président Bazoum. Et donc, la contestation, d'ailleurs, lorsqu'on parle avec des Nigériens, on se rend bien compte qu'ils ont assez peu de choses à reprocher au président Mohamed Bazoum, mais en fait beaucoup de choses à reprocher à ce qu'ils appellent le système PNDS, qui est en réalité beaucoup plus incarné par l'ancien président Issoufou. Et c'est pour ça qu'on voit évidemment le paradoxe, puisque les militaires qui sont auteurs du coup d'État sont eux-mêmes, disons, les piliers de la gouvernance sécuritaire et on pourrait même dire économique sous le président Issoufou. Mais cela ne change rien au fait. Donc vous dites que effectivement, la thèse quand même de l'ancien président Issoufou qui aurait joué un rôle important dans ce putsch, c'est ce que vous dites. Alors, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. On parle d'un coup d'État, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et donc, il y a des éléments factuels qui font se poser des questions sur une éventuelle responsabilité de l'ancien président Issoufou, mais cela ne suffit pas. On peut avoir des désaccords importants, y compris sur, au fond, le véritable contrôle du pouvoir économique et même militaire entre l'ancien président et le président Bazoum, sans que cela ne débouche sur un coup d'État et sans que cela n'ait été le principal déterminant de l'action conduite par le général Tiani. Donc moi, je suis extrêmement prudent, mais je regarde les faits et j'essaie de trouver la cohérence qu'on peut trouver entre ces faits pour avoir une analyse. Mais à nouveau, je le redis, on ne peut pas mettre de côté la réalité qui est qu'une bonne partie de la classe politique aussi nigérienne s'est exprimée pas en faveur d'une restauration du président Bazoum, mais en faveur d'une solution politique qui ressemblerait beaucoup finalement au scénario de transition qu'on a pu avoir dans les autres pays. Et je crois que si l'alternative, c'est une intervention militaire, je crois fondamentalement que ce serait une très mauvaise réponse qui va au contraire aggraver la situation. Là, vous faites allusion donc à une éventuelle, enfin peut-être, Stéphane, vous allez revenir là-dessus, intervention donc de la CEDEAO. Il y a un certain nombre de sanctions. Le président français, on a reparlé de la CEDEAO hier, il appuie les initiatives de la CEDEAO. Est-ce qu'effectivement, elle pourrait, oui ou non, Stéphane, intervenir militairement, cette CEDEAO, qui est constituée donc d'un certain nombre de pays africains. Il y en a à peu près
15 États membres. Dont notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, donc des pays... 3 suspendus aujourd'hui, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso, qui sont des pays, effectivement, qui ont aussi connu des coups d'État. Alors, est-ce que la CEDEAO va mettre en application sa menace d'intervenir militairement? Pour restituer Bazoum, hein, c'est ça le président. Pour restituer Bazoum, pour restituer l'ordre constitutionnel. Ramener, disons, Bazoum à sa fonction. Absolument. La CEDEAO elle-même vous dira oui, elle est en position d'intervenir et que ces textes le prévoient dans ce genre de situation. Mais la même CEDEAO vous dit aussi qu'elle privilégie la solution diplomatique, c'est-à-dire la négociation pour trouver une sortie de crise. Et finalement, c'est cette option-là, quand on écoute bien tous les intervenants dans cette crise, qui semble être celle qui est privilégiée, ce qui semble être celle qui fait l'unanimité, parce que quand vous prenez l'option militaire, vous avez, y compris même au sein de la CEDEAO, des États qui vous disent « nous ne sommes pas favorables à cette option-là ». Lesquels, par exemple ? Le Cap-Vert, par exemple, l'a dit très clairement et très publiquement. Vous avez des États voisins qui sont des pays importants dans la zone. Je pense à l'Algérie, par exemple, qui s'est positionné très clairement contre une opération militaire. Le Tchad, pour en citer un autre. Donc, il y a... j'ai l'impression qu'il y a d'un côté l'option militaire qui ne fait pas l'unanimité et de l'autre côté vous avez l'option diplomatique qui pour le coup est celle que tout le monde finalement défend. La question qui reste aujourd'hui... Mais comment effectivement... Ceux qui ne défendent pas, c'est quand même les putschistes. C'est ça. La question juste pour terminer sur la négociation, la question c'est qu'est-ce qu'on négocie, comment on les négocie et dans quel délai. Et surtout, comme le disait tout à l'heure Gilles Yaby, en ayant en tête qu'il y a une population qui attend, qui souffre et qui attend de sortir rapidement de cette situation. Qu'est-ce qu'on négocie? Donc c'est la question de l'Algérie qui a proposé un plan aujourd'hui pour résoudre cette crise politique avec une transition de 6 mois et un leader issu de la population civile. Bon, enfin ça n'est qu'un début d'idée de plan. Oui, et puis c'est l'Algérie, c'est pas les putschistes. Parce que je rappelle que en fait la position de la CEDEAO, c'est un peu la carotte et le bâton. Le bâton, c'est l'intervention militaire. Attention, si vous ne négociez pas, on tape. Mais la CEDEAO, il faut le rappeler, la première mission de la CEDEAO, les putschistes ont refusé de la recevoir. Ils ont fini par la recevoir en lui disant, en sortant le plan du Mali, le plan du Burkina, c'est-à-dire, entre militaires, on a discuté, 3 ans, et puis en fait, on s'est aperçu qu'au Mali, les 3 ans sont transformés en 5 ans parce que forcément, les 3 ans ont été repoussés. Donc ça veut dire, on repousse au calendrier grec en permanence la transition. Alors l'Algérie, aujourd'hui, propose ça, très bien, 6 mois avec un pouvoir civil peut-être, mais ce n'est pas l'Algérie qui devrait dire ça, ce sont les putschistes. Si on n'arrive pas à faire obtenir ça des putschistes, il n'y aura pas de sortie. Et aujourd'hui, moi je pense que, si vous voulez, les putschistes, en fait, c'était un coup, j'allais dire d'une certaine façon, pour faire peur, pour changer les choses. Mais ils sont pris à leur propre jeu. Et le fait d'avoir mis, comme ça a été dit tout à l'heure, des militaires à tous les postes, on va avoir du mal à les retirer des postes. Je vais vous dire, quand un capitaine ou un commandant, on lui donne un poste de préfet, c'est quand même pour lui extraordinaire. Il n'en aurait pas rêvé avant 20 ans de carrière. Donc là, d'un seul coup, on leur donne des postes de responsabilité. Donc on est vraiment dans une difficulté. Plus le temps passe, plus ça va être difficile en fait de changer les cartes à l'intérieur du pouvoir en question. Gilles Yaby, vous êtes d'accord parce que vous dites effectivement peut-être une intervention de la CEDEAO, pour vous c'est pas du tout la solution, c'est ça, mais quelle pourrait être l'alternative? Effectivement, une solution négociée possible avec la junte? Oui, évidemment, l'intervention, je vais dire à nouveau, je le dis clairement, beaucoup d'analystes, d'observateurs, de citoyens de la région le disent très clairement. La condamnation du coup d'État ne vaut pas acceptation d'une intervention militaire comme étant la solution, que ce soit pour des questions simplement opérationnelles ou même simplement sur le principe d'une intervention lorsqu'on n'est pas en présence de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité qui seraient commis par
des dirigeants contre leur propre population. Donc le coup d'État est absolument condamnable, mais une intervention militaire détruirait non seulement le Niger potentiellement, mais aussi totalement la construction de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, et je pense qu'il faut absolument l'éviter. Oui, une solution politique, ça ne veut pas dire que c'est facile. Évidemment, ça va être extrêmement difficile, mais à nouveau, la question, c'est de choisir entre des mauvaises options, laquelle nous préserve le plus d'une dégradation encore plus importante. Et je voudrais dire aussi que les militaires qui sont à des postes administratifs et tous les autres, de toute façon, ils sont là. Donc, je veux dire, le problème de l'intervention, notamment extérieure, c'est qu'on vient, on pense qu'on peut régler une situation, mais après, il y a un État, il y a des acteurs politiques, civils, militaires qui ne vont pas disparaître. Et donc, aujourd'hui, il faut aussi composer avec la réalité. Et donc, les discussions, c'est ce qui va permettre d'identifier peut-être les acteurs militaires au sein de la junte avec lesquels il est possible d'avoir beaucoup plus d'accords. Je ne vois pas d'alternative à une solution politique. Et le président nigérian, Bola Tinubu, continue de discuter, d'activer aussi les réseaux traditionnels, leaders religieux, etc., pour trouver une solution, parce qu'aucun pays de la région n'a intérêt à une intervention militaire de la CEDEAO soutenue par la France. Ça aggraverait plutôt la situation. Pourquoi je reviens à cette question, Stéphane Ballon? Parce qu'effectivement, le rôle de la France, on a cet ambassadeur qui reste sur place, dont Emmanuel Macron a salué d'ailleurs le courage. Vous allez un peu nous raconter comment font d'ailleurs les ambassadeurs qui se retrouvent dans cette situation. Ça ne doit pas être très simple. Il y a 1500 militaires français qui aussi donc restent sur place pour l'instant. D'abord, pourquoi est-ce qu'il y a une telle cristallisation de ces juntes autour justement de la France? Vaste question. Dans l'immédiat, alors, cette espèce de bras de fer, de confrontation qui, à mon avis, risque de générer, à moins qu'il y ait un facteur extérieur qui vienne siffler la fin de ce bras de fer. On voit deux parties, la France d'un côté et la junte de l'autre, qui sont en train de surenchérir quotidiennement. La junte donne 48 heures à l'ambassadeur, suivi d'une semaine, d'un week-end de manifestations. On parle de 20 000 personnes qui sont descendues dans les rues pour soutenir la junte et pour demander le départ de la France. Et de l'autre côté, la France répond en disant non, nous ne reconnaissons pas ce pouvoir et donc nous ne partons pas. Jusqu'où on va. Et la question que ça amène aussi, c'est-à-dire la position de principe de la France, la position de morale de la France, jusqu'où on va avec ce principe. Une fois qu'on a dit, qu'on a condamné fermement le coup d'État, une fois qu'on a dit qu'on ne reconnaît pas les autorités qui sont en place, et pourtant ces autorités sont en train de s'installer. Comment on fait pour sortir de cette crise? La France justifie sa position par le fait que le président Bazoum n'a pas demandé sa démission. Et okay. Il a été élu. Il a été élu, très bien. Aujourd'hui, ça fait un mois, et je termine là-dessus, qu'il est séquestré. On nous dit qu'il est séquestré dans des conditions difficiles. C'est un président, c'est un chef d'État, mais c'est aussi un père de famille qui est séquestré avec sa famille, sa femme et son fils. Et d'après ce que nous disent les négociateurs, Bazoum demande que son fils soit libéré pour retourner à l'école. Qu'est-ce qui nous dit que la junte ne va pas finalement l'avoir à l'usure et qu'il signe sa démission? Et auquel cas, est-ce que la position de la France aurait été payante pour la France? À mon avis, non. Deux remarques. La première, c'est que la position des putschistes actuellement, qui mettent la France en première ligne, est intéressante. Je rappelle que la lettre qui était dirigée vers l'ambassadeur de France en lui demandant de partir, il y en avait une pour l'ambassadeur d'Allemagne, une pour l'ambassadeur des États-Unis, et elles n'ont pas été données au dernier moment. Tout ça, pourquoi? Parce que pour l'animation qui se passe actuellement sur les manifestations, je voudrais juste rappeler que le 26, il y a une manifestation dans le stade, il y avait 10 000 personnes. Sur une population de 2,5 millions d'habitants à Niamey, pardonnez-moi, c'est quand même pas les photos qu'on image, toujours les problèmes des images. Le cadrage montre une tribune pleine. La tribune dans le dos était vide. Donc il faut un peu tempérer ces choses-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la France, ce matin, l'Union européenne a fait une déclaration identique à la déclaration de la France. Donc la France n'est pas seule. Et il faut arrêter de jouer le jeu des putschistes, qui est de dire que c'est la France qui est ciblée. Je rappelle que c'est un problème entre Nigériens et entre Africains.
entre Nigériens, parce que c'est un problème d'élection entre le parti de M. Bazoum et l'opposition qui à Niamey est forte, on le sait, et puis entre Africains, parce que la CEDEAO elle-même, les chefs d'État de la CEDEAO, ceux qui n'ont pas encore subi un putsch, donc pas le Mali, pas le Burkina, ni le Niger, sont inquiets. Ils se disent, mais attendez, demain, qu'est-ce qui va se passer ? Et la position de la France... Il y a des intérêts français sur place. Il y a ces 1500 soldats français au Niger. Attendez, ce n'est pas des intérêts, ça. Je peux vous garantir que l'armée nigérienne ne touchera jamais un soldat français et est en train de les protéger de la foule. Deuxièmement, l'ambassadeur, vous aviez raison de souligner l'ambassadeur, très courageux. Il est encerclé dans son ambassade, mais il ne craint rien. Il sait très bien que les Nigériens n'attaqueront jamais l'ambassade parce que ça serait un dérapage qui ne serait pas permis, ni par les Africains, ni par les Français. Donc effectivement, il y a un bras de fer, il faut trouver une sortie, il faut trouver une solution politique, parce que le bâton est toujours là. Et il ne faut pas s'imaginer que le bâton ne frappera pas à un moment. Pardonnez-moi, mais de dire que finalement il y a un putsch militaire, mais pas d'action militaire, bon, voilà, c'est quelque chose qui me surprend un peu. Le père de famille, si le président Bazoum décide de protéger son fils plutôt que l'État nigérien, c'est son choix, c'est vrai. Et après ça, on verra ce que fera la France. Gilles Yaby, juste pour revenir sur ce sentiment anti-français, est-ce qu'il est instrumentalisé par la junte seulement, ou est-ce que c'est plus profond ? Oui, alors bon, je pense qu'il y a eu des putschs militaires par le passé, y compris historiquement soutenus par la France. Donc, je crois qu'il faut aussi être très sérieux sur les faits. C'est extrêmement important. C'est un peu loin. C'est un peu loin. Non, pas du tout, pas du tout. Au Tchad, c'était encore hier. Par exemple. Laissez-le terminer. Allez-y, Gilles Yaby. Non, je crois que c'est très important parce que je crois qu'il ne suffit pas de dire que des événements se sont produits avant sa naissance pour estimer que ces événements ne produisent pas des effets politiques importants. Donc, je crois que c'est aussi ça le problème aujourd'hui avec la France. Elle contribue elle-même à transformer un problème qui est d'abord un problème interne-nigérien. En quelques heures, c'est devenu effectivement un problème franco-nigérien. Évidemment, cela est instrumentalisé. C'est absolument parfait pour les putschistes d'avoir effectivement aussi ce discours, cette présence, ce discours de fermeté, quasiment de menace de la part de la France. Le président Macron faisait une comparaison que je trouve assez étonnante avec la Bulgarie et la Roumanie. Je suis désolé, le Niger ne fait pas partie d'une communauté européenne. Donc c'est aussi une réalité qu'on a on a un ton, on a un contenu dans les discours qui, en réalité, précisément servent les intérêts des putschistes, de ceux qui les soutiennent et de ceux qui travaillent les opinions publiques africaines. Alors, je ne dirais pas africaines parce qu'à nouveau, l'Afrique, c'est qu'un cas de pays. On est en train de parler d'une zone particulière où il y a des coups d'État. Mais je crois que vraiment le discours qui est juste fondé sur les valeurs, qui ne reconnaît quasiment jamais l'existence d'intérêts qui soient des intérêts de présence militaire qui favorisent aussi de l'influence politique et de l'influence économique qui a toujours existé. Il n'y a pas de base anglaise en Afrique. Je crois qu'il faut clarifier les choses. Ce n'est pas aujourd'hui la France qui est responsable de ce qui se passe au Sahel et au Niger, mais on ne peut pas évacuer complètement, passer par perte et profit en considérant que la France n'y a aucun intérêt. Je crois que ça dessert fondamentalement, à nouveau, la cause qui est la plus importante du point de vue en tout cas de l'Afrique de l'Ouest et de sa construction, c'est la cause de la paix, de la sécurité et d'une discussion, d'un débat public sur la réalité, avec des facteurs extérieurs qui pèsent également. Comme vous l'avez dit, les Américains ont aussi une base qui est la plus importante en Afrique, qui est au nord du Niger. Ils reconnaissent leurs intérêts et ils travaillent aussi, évidemment, pour la défense de leurs intérêts. Justement, Stéphane Ballon, cette base américaine, là, il y a des intérêts, effectivement, ils reconnaissent que ce sont les intérêts, ils ont envoyé leur émissaire sur place. Donc, les intérêts des Américains, là, qui sont clairement liés à cette base à Agadez, c'est ça ? Absolument. Si on parle... Ouais. Là, en fait, justement, que comptent faire les Américains, clairement ? Quel rôle vont-ils jouer ? Enfin, quelle est leur partie dans cette crise ? Elle est réelle. Si on parle d'intérêt, que ce soit concernant la France, les États-Unis ou d'autres pays, on voit finalement que les Américains n'ont pas moins d'intérêt au Niger que les Français. Mais quelle est la position des Américains ? On voit qu'ils sont fermes, mais ils sont un peu plus discrets que les Français. Quand Gilles Yaby disait à l'instant, d'une certaine manière, la France tend un peu le bâton pour se faire battre, la France sert un peu le discours anti-français qui monte au Niger. C'est aussi ça. Les Américains montrent
de manière très factuelle un certain pragmatisme. Coup d'État, ils l'ont condamné tout de suite de manière ferme, ont demandé le retour à l'ordre constitutionnel. D'ailleurs, ils n'ont pas encore reconnu le coup d'État parce que ça impliquerait qu'ils quittent le pays et qu'ils arrêtent toute coopération. Mais les Américains insistent, à la différence de la France, sur une solution négociée, une solution diplomatique. Les Américains, mais avec qui alors? Les Américains ont parlé de retour de Mohamed Bazoum dans son fauteuil de président. Aujourd'hui, ils en parlent moins. Aujourd'hui, ils parlent de retour à l'ordre constitutionnel. C'est pas la même chose. Il y a une nuance. Donc ils ont changé, là, ils ont modifié le discours. Un retour à l'ordre constitutionnel peut se faire de plusieurs manières, soit le rétablissement de Mohamed Bazoum dans son fauteuil présidentiel, soit une période de transition qui va conduire à une élection avec la désignation de nouveaux dirigeants à la tête du pays. Ça peut prendre des formes multiples et diverses. Juste deux remarques. La base d'Agadez des Américains est bien antérieure avec la présence française au Niger. Je rappelle que la base qui n'est pas une base. Les forces françaises qui sont au Niger l'ont été à la demande du gouvernement du Niger, après le départ en particulier de Barkhane du Mali et du Burkina Faso. Et la base n'a été mise au Niger, donc les forces n'ont été mises au Niger que en copie, si vous voulez, des Américains pour mettre des drones au départ. C'était uniquement ça. Et puis ensuite, il y a des forces spéciales qui ont été rapatriées et la base a enflé. Elle est à 1500 hommes parce que Barkhane s'est retiré et Burkina Faso s'est retiré. Donc la base américaine est antérieure. Les Américains ne peuvent pas avoir la même position que la France parce que juridiquement, à partir du moment où ils diront il y a un putsch là-bas, comme vous le disiez très justement, ils seront obligés de rapatrier la base tout de suite. Alors que nous, la France, peut dire aujourd'hui, nous, c'est un gouvernement légal qui nous a demandé de venir. Vous n'êtes pas un gouvernement légal, vous n'êtes pas en droit de nous demander de partir. Voilà la position de la France. Mais il faut rappeler simplement que les soldats français qui sont là-bas, ça n'est pas une base comme à Dakar ou à Abidjan ou à Libreville. Ce sont des forces qui ont été demandées pour combattre contre les mouvements, en particulier dans la zone des 3 frontières. Gilles Yabi, alors justement, parce qu'il parlait, le chef de l'État français hier, de ces différents putschs, est-ce qu'il y a un risque de contagion si effectivement eh bien, cette junte se maintient au Niger? Est-ce qu'il y a un risque de contagion? Est-ce qu'il y aura d'autres putschs dans la région? Oui, il y a un risque de contagion, on ne peut pas l'exclure. Dès lors qu'on a des putschs, et dans les pays où il y en a eu un, il peut y en avoir d'autres aussi. On l'a vu au Mali comme au Burkina Faso. Il y a à nouveau le signal que cela redevient possible pour des militaires. Et donc, oui, on ne peut pas l'exclure. Et c'est en cela que c'est dangereux. Et c'est pour ça que la solution politique qu'il faut trouver ne doit pas simplement être une reconnaissance de l'installation du général Tiani au pouvoir. Ça doit être une solution politique qui contraigne, disons, les auteurs du coup d'État, mais qui tienne compte aussi à nouveau de la réalité politique, économique et sociale du pays et du fait que, malheureusement, les conditions pour que le coup d'État soit perçu comme acceptable ont aussi en partie été créées au Niger, et ces conditions existent dans d'autres pays de la région. C'est le cas, Stéphane Malong? Est-ce que ça pourrait faire tache d'huile dans d'autres pays? Oui, ça pourrait faire tache d'huile pour plusieurs raisons. Il y a un recul de la démocratie en Afrique aujourd'hui. Alors, c'est justement là le fond du sujet. Parce que quand on parle de démocratie aujourd'hui, en fait, moi, j'ai un peu de mal, en fait. Je ne sais pas de quoi on parle exactement. Est-ce que le fait d'avoir des élections et des présidents qui se succèdent, d'avoir une alternance, pour ainsi dire, constitue une démocratie? C'est un des facteurs de la démocratie. Je ne suis pas sûr. Vous avez dans tous ces pays-là d'Afrique subsaharienne une génération de jeunes qui participent au débat public aujourd'hui, qui est la génération de la fin des années 80-90, avec l'avènement de la démocratie, le discours de Gaulle, où on nous a vendu la démocratie, la liberté et le multipartisme comme le système qui va permettre finalement un développement de l'emploi. Et vous avez ces jeunes-là qui sont majoritaires aujourd'hui dans la plupart de ces pays, qui ont entendu ce discours-là, mais qui sont ceux qui sont au chômage, qui n'ont pas d'emploi. Ces jeunes, ils soutiennent la junte. Ces jeunes pour qui l'éducation a été sacrifiée, la santé n'a pas existé. Aujourd'hui, ils sont tous au chômage. Comment voulez-vous que ces jeunes croient en un système qu'on leur a
qu'on leur a fait, mais qu'on leur a miroité et qui n'a pas tenu ses promesses. Et là est toute la question. Il y a ce terreau fertile qui fait que demain, il se passe un coup d'État dans un autre pays pour une raison quelconque. Vous allez voir des jeunes finalement dire soutenir ce coup d'État pour des raisons que je viens de vous dire, parce que la démocratie a apporté une élite qui s'est enrichie, qui s'est occupée de ses propres problèmes, et une jeunesse qui se cherche et qui ne se trouve pas. Et c'est là tout le problème. Et c'est que ce contexte-là est favorable à ce que se multiplient ce genre de crise et de situation. Juste un mot de conclusion. Parce qu'on a en clair, c'est le changement. Ils veulent du changement sans savoir ce que c'est que ce changement. Et je comprends hein, la crise qu'ils ont actuellement, mais ça veut dire que la solution n'est pas là. Parce que les djihadistes, eux, en profitent, les militaires, eux, en profitent, mais je ne suis pas persuadé que je rappelle que le Niger avait une croissance à 2 chiffres. Oui, mais la croissance ne réduit pas la pauvreté. Non, mais c'est la richesse. La croissance à 2 chiffres, ça provoque plus d'emplois, plus de richesse pour tout le monde. Or là, les jeunes trouvent qu'il n'y a pas de répartition. Et donc, ils veulent du changement. Merci beaucoup, en tout cas, Dominique Trinquant. Merci Stéphane Ballon d'avoir été avec nous. Merci Gilles Yaby d'avoir été avec nous en direct de Dakar. Merci également à Hélène Conway-Mouret, sénatrice en charge des Français de l'étranger, qui était avec nous au début de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur les réseaux sociaux, #débat F24 et en podcast également. Restez avec nous.